Bonjour, bienvenue à Géopole. Nous allons aujourd'hui traiter le sujet Moyen-Orient, le Moyen-Orient où il y a un risque de guerre imminent, un danger de guerre imminent. Je reçois pour traiter ce sujet Oushang Nahavandi. Bonjour monsieur. Donc Oushang Nahavandi, pour les téléspectateurs de TV Liberté qui ne le connaissent pas encore, est un ancien ministre du Shah d'Iran, donc des années 70, ministre du développement du Shah d'Iran, ancien recteur des universités de Shiraz et de Téhéran, lauréat de l'Académie française, et puis en fin de carrière, professeur dans plusieurs universités parisiennes. Et donc Oushang Nahavandi a reçu aussi un prix de l'Académie française pour le rayonnement de la langue française dans le monde. Donc, que vous avez reçu il y a quelques années, une dizaine d'années. Dans la fin du XXe siècle. Voilà, une vingtaine d'années. Donc, avec tous ces titres, vous êtes bien placé pour nous éclairer sur le sujet d'actualité, de ce qui se passe dans le Golfe Persique, les derniers accrochages. Il y en a eu plusieurs depuis un certain temps, et puis les derniers, la tension augmente de plus en plus, et les risques de conflits sont de plus en plus importants. Je vais commencer tout de suite par Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, bien évidemment, dont le dernier qui vient de paraître, Iran, une histoire de 4000 ans, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Et donc c'est votre, je ne sais plus, vous avez plus d'une dizaine d'ouvrages déjà publiés. En français, oui. En français, oui. Donc oui, vous avez publié bien évidemment en langue persane. Donc voilà le dernier qui vient de paraître. Très intéressant, donc il nous éclaire. Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie sur le Shah d'Iran, qui a pas mal de succès. Donc, on trouvera la liste de vos écrits un peu partout. Donc voilà le dernier qui vient de paraître sur l'Iran. On va parler tout de suite de l'actualité. On va parler un peu de l'Iran plus en détail dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite sur l'actualité, les attaques des puits de pétrole et des raffineries d'Arabie Saoudite par des drones et des missiles, une dizaine, on ne sait pas trop, on dit une dizaine de drones, une dizaine de missiles, qui ont détruit tout de même 50% de la production de pétrole d'Arabie Saoudite, ce qui est considérable. Alors, on craignait un nouveau choc pétrolier qui pour le moment n'a pas eu lieu. On va peut-être expliquer pourquoi il n'a pas eu lieu, mais tout de même, ça provoque des risques de guerre, ça provoque une petite augmentation du pétrole, on ne sait pas si ça va continuer, si ça va s'arrêter là. Première question que j'ai envie de vous poser, alors, on spécule beaucoup sur les auteurs de cette attaque. On accuse l'Iran. Officiellement, on dit officiellement, les Iraniens prétendent que c'est plutôt les Yéménites. Qu'en pensez-vous personnellement, même si je sais bien que personne n'a les preuves de quoi que ce soit, mais votre intime conviction? Je vais d'abord donner une précision. Oui. Ne disons pas Iran. Disons République islamique. Vous avez raison. C'est un détail très important. Distinction fondamentale entre les deux, parce que le régime qui s'appelle République islamique d'Iran est certainement pas une république, très probablement pas islamique, enfin là, je n'insiste pas, et certainement pas iranien. D'accord. Donc, la République islamique d'Iran. Oui, l'attaque semble être très professionnelle, en fait. Les missiles ou drones ont parcouru 800 km. Oui, c'est ça. Donc c'est à l'est de l'Arabie Saoudite. En fait, alors donc, on dit, et jusqu'à preuve de contraire, on croit, que les Yéménites, les Houthites du Yémen, les pauvres, n'ont pas les moyens de se servir de tels engins. Bien donc, ils sont partis d'Irak ou bien du territoire iranien, c'est possible. Le fait est qu'on les attribue à la République islamique d'Iran, aux gardiens de la révolution, comme on dit. Et pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait un risque de guerre, sauf incident ou provocation qui ne manquerait pas de se produire, parce qu'aucun des deux partis, aucun des deux belligérants, aucune des deux parties belligérantes
n'a intérêt à déclencher une vraie guerre. Les Américains ont la possibilité technique de bombarder de nombreux points d'Iran par missile ou par aviation. Les Iraniens se défendront et ça serait la pire des choses parce que le sentiment de sympathie qui existe actuellement en Iran pour tout ce qui est adversaire du régime va disparaître. Les Iraniens sont surtout des patriotes, des nationalistes. Je le montre dans ce livre. Oui. Depuis 4000 ans, c'est toujours la même chose. Et il vaut mieux il vaut mieux négocier. Négocier sous pression peut-être des deux côtés. Et ces attaques contre les raffineries et les champs pétroliers d'Arabie Saoudite, je crois que c'est une alerte donnée par le régime de Téhéran, surtout à l'Arabie Saoudite, pour dire que si nous ne pouvons pas exporter, on peut faire en sorte que vous ne puissiez pas exporter non plus. Oui, j'allais vous demander dans quel but ils font ça, si ce n'est... Bon, on a bien compris qu'effectivement, ils n'ont pas intérêt à déclencher une guerre du côté République islamique d'Iran, mais donc le but, ce serait d'alerter, de menacer. Mais est-ce que vous êtes sûr que de l'autre côté, ils n'ont pas envie d'une guerre? C'est-à-dire, je veux dire par là, l'Arabie Saoudite et ses alliés n'ont-ils pas envie, parce que ça fait un moment qu'ils sont un peu va-t-en-guerre, hein, qui réclament des États... Alors, écoutez... je précise bien que quand je dis ils voudraient bien une guerre, mais ce sera, bien évidemment, ce sera une guerre faite par les autres pour eux. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce qu'ils ne la voudraient pas? Est-ce qu'ils ne provoqueraient pas dans ce sens? Écoutez, logiquement, c'est dans leur intérêt immédiat. L'Arabie Saoudite est un pays très instable malgré tout ce qu'on peut penser. Il a beaucoup d'argent, ça c'est sûr. De moins en moins. De moins en moins, mais il en a encore beaucoup. Mais son armée est d'une efficacité très réduite. D'ailleurs, les attaques le démontrent, puisqu'elle n'a pas été capable de les détecter. Ils ont beaucoup d'avions, mais vraiment pas une force aérienne performante. La direction de ces avions qui bombardent, notamment le Yémen, est assurée par des officiers occidentaux. Tout le monde le sait, on l'écrit parfois, même si on ne l'écrit pas trop. Leur armée est plutôt symbolique, malgré tout ce qu'ils prétendent. Composée par des étrangers, d'ailleurs. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que 30% de la population d'Arabie Saoudite est chiite, lesquels chiites sont des citoyens, ou des sujets, parce que citoyens, ils ne le sont pas, ni les uns ni les autres, en Arabie Saoudite. Ces chiites sont des citoyens ou des sujets de second ordre. Et puis, il y a aussi énormément d'étrangers, pakistanais, palestiniens un peu moins maintenant, égyptiens, d'autres pays arabes ou musulmans, turcs, en Arabie Saoudite qui servent dans l'administration, comme dans les services publics et même dans les forces. Oui, dans les forces armées. Dans les forces armées. Donc, vraiment, ce n'est pas une armée nationale, même si elle est plutôt limitée comme possibilité et force. Il semblerait, j'emploie le conditionnel, il semblerait que l'actuel maître de l'Arabie Saoudite, le prince Ben Salman, si je n'assassine pas son nom... Non, c'est bien ça. Le prince Ben Salman souhaiterait un conflit avec les États-Unis, entre l'Iran et les États-Unis, pour consolider sa position. Je ne pense pas qu'une guerre généralisée dans la région soit bénéfique pour l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, ça ne serait bénéfique pour personne. Pour personne, oui. Mais oui, on a l'impression donc, qu'il voudrait que l'on fasse une guerre à son compte, enfin pour lui. Et il n'est pas le seul dans la région à souhaiter cela, puisqu'il a des alliés, notamment
les Émirats Arabes Unis. De moins en moins. De moins en moins. Vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe entre eux. Et puis Israël aussi, puisque les Israéliens, le gouvernement israélien, bon là, nous sommes en cours de changement, puisqu'il y a eu des élections récemment et on ne sait pas qui va être le futur Premier ministre. Mais en tout cas, la politique israélienne jusqu'à maintenant a été très proche de celle de l'Arabie Saoudite. Officiellement, ils ne sont pas alliés, mais en réalité, tout le monde sait, ce n'est plus un secret qu'ils sont plus qu'alliés même. Puisqu'il y a eu on sait qu'il y a eu des visites du prince Ben Salman en Israël, des visites secrètes. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. On sait qu'ils sont très proches sur certains points, notamment concernant l'Iran. Et puis, tous deux voudraient pousser les États-Unis vers une attaque, vers un conflit. Alors, concernant les Émirats Arabes Unis, vous nous dites que c'est de moins en moins, parce qu'il fut une époque où ils étaient très proches. Il semblerait, d'après les renseignements que l'on reçoit aussi de l'intérieur de l'Iran, que les relations entre les Émirats et l'Arabie Saoudite se dégradent un tout petit peu parce que les Émirats seraient favorables à une politique plus conciliante avec les voisins iraniens. Et puis, sur le plan économique, l'Iran, indirectement ou directement, prend une part importante à la prospérité de ce pays ou cette pétromonarchie du Golfe Persique, qui sont les Émirats Arabes Unis. Or, il y a de moins en moins d'Iraniens, il y a des restrictions, les comptes sont bloqués, etc. Et ils ont tout intérêt à normaliser autant que faire se peut leurs relations avec la République islamique ou avec l'Iran en tout état de cause. Cela étant, Israël est maintenant l'allié privilégié de l'Arabie Saoudite. Oui. C'est un secret de polichinelle, comme on dit. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'Israël de faire une guerre à l'Iran ? Je n'en sais rien. Moi, ce sont les dirigeants israéliens qui auraient à décider. Mais ce que je voudrais dire, et de manière la plus formelle et la plus sincère, qu'il n'y a aucun contentieux entre l'Iran et Israël de manière directe. Il n'y a aucun contentieux direct entre l'Iran. Oui, rappelons que sous le Shah d'Iran, il y avait des relations diplomatiques entre Israël et l'Iran. Il y avait c'était deux pays qui avaient des relations tout à fait normales. Tout à fait. Mais je voudrais aussi, sauf pour la guerre de Kippour. D'accord. Sauf pour la guerre de Kippour. Si vous voulez, on peut en parler un instant. Depuis 25 siècles, un peu plus de 25 siècles, la libération des Juifs de Babylone par Cyrus, l'Iran et les Juifs ont eu des relations extrêmement amicales, si vous voulez. Il n'y a jamais eu en Iran des sentiments antisémites. D'ailleurs, rappelons qu'il y avait une communauté juive importante en Iran. Il y a toujours une petite communauté, pas petite, pas tellement, en Iran, même sous la République islamique. Ils ne sont pas inquiétés. Là, ils ne sont pas inquiétés actuellement. Et à l'époque de la monarchie, ils avaient des droits. Ils avaient des droits pratiquement. Vous corrigez-moi si je me trompe. Tout à fait. Des droits égaux. Tout à fait. Par rapport aux autres citoyens. Tout à fait. D'ailleurs, les adeptes des autres religions, c'était pareil. C'était pareil. Depuis 1906 et la promulgation de la constitution, disons, de la monarchie constitutionnelle en Iran, il en est ainsi. Cela étant, depuis des années et des années, après Cyrus, disons sur plus de 12 siècles, l'Iran et les Juifs étaient vraiment des alliés. Et nous avons même eu une impératrice juive, Esther, en l'occurrence. Cela étant, et puis même, paraît-il, une autre. Et plusieurs des empereurs iraniens ont eu des mères juives. Ça aussi, vous pouvez le lire. Oui, c'est dans le livre. Dans le livre, parce que ce sont des choses qu'il faut dire. Bon, l'islam, quand il y a eu l'invasion arabe en Iran, l'islam a un tout petit peu radicalisé les situations, mais ça n'a jamais été au niveau
populaire ou très 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 peu. L'Iran n'est pas un ennemi d'Israël, pour aucune raison. En fait, la politique du régime islamiste en Iran c'est un peu une politique contre nature, hein, qui n'est pas... C'est une politique pour les Iraniens contre nature. Oui. Et en fait, on a l'impression que c'est plus pour tenir l'intérieur, c'est-à-dire que les déclarations contre Israël, on a l'impression qu'elles sont faites pour des raisons de politique intérieure. Hein, non, je dirais que c'est pour des raisons de politique extérieure. Ils veulent par ce biais avoir une certaine influence sur l'opinion arabe qui est parfois opposée, pas toujours d'ailleurs, à l'État hébreu. En tout état de cause, nous n'avons aucune raison, nous, Iraniens, d'être opposés à l'État hébreu. L'Iranien n'est pas antisémite. Bon, il y a eu un incident. En 1974, maintenant, par des documents que l'on possède, l'Iran était au courant de la préparation d'une opération militaire par le président Sadat contre l'État d'Israël. J'ai entendu, comme beaucoup d'autres, pendant un certain temps, le Shah d'Iran qui disait « La paix entre Israël et les Arabes est nécessaire, il faut l'imposer, il faut commencer par l'Égypte. » Et il faudrait pour cela que les Égyptiens ne se sentent pas humiliés. Il a donc aidé à ce que l'Égypte puisse mener une opération qui a été victorieuse tout à fait au début d'ailleurs, contre l'État hébreu. Il n'en a pas averti ses alliés américains et israéliens. Ils en ont gardé une dent contre lui. Vous faites allusion à la guerre du Kippour. La guerre c'est ça, donc 1973. 73-74, la guerre du Ramadan, comme disent les Arabes. Oui. Et il y a eu 2 visites du président Sadat en Iran, dont une qui a été révélée à l'aéroport de Téhéran. Le Shah est venu à l'aéroport et il a rencontré le président dans une salle. Mais il y a eu aussi une autre visite secrète, qui ne reste pas secrète, ce genre de visite, où l'Iran a promis au président Sadat, qui en a gardé la connaissance, comme vous le savez, de l'aider. Il y a eu une aide militaire. On a laissé les avions soviétiques traverser l'espace aérien iranien pour aller apporter des armes aux Égyptiens. Et quand les Américains et les Israéliens ont protesté, déjà, c'était très avancé, on leur a répondu, enfin le Shah leur a répondu que c'était la faute d'un sous-secrétaire d'État qui a été destitué, le pauvre. Enfin, il a été nommé ambassadeur plus tard. Enfin bon, on a trouvé une excuse pour les aider. Mais en fait, c'était dans un but tout de même $1 milliard d'aide économique immédiatement. Enfin, ensuite, le Shah est intervenu pour que les relations entre l'Égypte et Israël se rétablissent ou s'établissent. Et lors du sommet de Camp David, en 78, si je ne m'abuse, et Menahem Begin et le Sadat et Carter, qui étaient déjà engagés dans l'opération de la révolution iranienne, ont téléphoné au Shah pour le remercier. Il était encore sur le trône de Perse. Donc, non, il n'y a pas... Oui, en fait, le seul accrochage, c'était dans un but de paix. C'était dans un but de paix. Dans une fin de paix, voilà. Oui, et la thèse iranienne était toujours les Arabes doivent recouvrer leur honneur pour pouvoir négocier. D'accord. Donc oui, enfin, historiquement, comme vous venez de le dire, il n'y a jamais eu de conflit avec ni les Juifs, et encore moins avec l'État hébreu depuis qu'il existe. Donc toute cette stratégie actuelle, elle est due pour vous donc, pour se faire accepter par le monde on va dire le monde arabo-islamique, plutôt, globalement, et pas pour une politique intérieure. Hein. Donc ça n'a pas d'incidence sur la politique intérieure. Aucun motif de politique intérieure. Dans les années qui ont précédé la révolution, les Iraniens allaient massivement
en Israël, en touristes, mais pas seulement les Juifs iraniens. Les Israéliens venaient en Iran en touristes, et pas seulement pour pèlerinage sur le tombeau d'Esther, comme on a voulu le dire. Le tombeau d'Esther qui est classé monument historique, soit dit en passant, actuellement, il est protégé. Et c'est un vieux bâtiment à Hamadan. Nous avions des accords de coopération dans plusieurs domaines, même mon université, l'université de Téhéran avec l'Institut Weizmann, qui est un grand centre de recherche en Israël, avait un projet de coopération scientifique. Mais concernant la politique intérieure du régime, le fait de faire des déclarations contre les États, parce que ça va souvent de pair, hein, États-Unis, l'Amérique, ce qu'ils appellent l'Amérique et Israël, est-ce que ça ne légitime pas le régime au point de vue défense de l'islam face aux impérialismes, vous savez, la dialectique habituelle Je ne pense pas. Ils le font, c'est leur fonds de commerce, mais c'est un fonds de commerce qui est usé. Un coup d'épée dans l'eau, d'accord. Alors, revenons à un autre sujet, donc le conflit actuel. Tout ça est parti, toute cette tension est partie de l'embargo, donc qui a été imposé de nouveau au régime et qui, donc en fait, il est le résultat de la politique de Donald Trump qui consiste à revenir sur les accords. Donc, je voulais avoir votre avis. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on a quelques minutes, sur cet accord. Le fait que l'administration de Trump revienne dessus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez vraiment que cet accord était, comme le dit Donald Trump, était un accord en faveur du régime et qui le renforçait dans sa légitimité, et c'est la raison pour laquelle il est revenu dessus, ou vous pensez que c'était un accord qui aurait pu faire évoluer la situation en Iran et jusqu'à la chute de ce régime? L'accord aurait pu faire évoluer la situation en Iran. Jusqu'à la chute du régime, je n'en sais rien, mais jusqu'à un certain changement assez important des modalités de gouvernance. L'accord a été conclu sous l'administration d'Obama, qui était plutôt favorable à la République islamique. Oui, c'est ce dont on l'accuse d'ailleurs. Non, il était favorable en 1998 quand il y a eu le mouvement vert en Iran, qui était un réel mouvement populaire pour changer, tout au moins pour modifier la gouvernance. Les Américains ne l'ont pas soutenu. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, ils le disent. Mais en tout cas, l'État américain était engagé dans cet accord. Et sa dénonciation, je crois que ça n'a pas servi la cause de la paix dans la région. Cela étant, l'embargo fait surtout beaucoup de tort aux Iraniens. On manque actuellement de médicaments, les prix montent de jour en jour. Oui, il y a une inflation très importante. Il y a une inflation, n'en parlons pas. Lorsque les prix montent, il y a une inflation. Mais le pays peut tenir grâce d'abord aux ressources de ses habitants, les Iraniens, grâce, bien que l'économie iranienne ait beaucoup souffert depuis 40 ans, pas seulement depuis l'embargo, tout de même les Chinois, les Russes, et un tout petit peu les pays voisins. Les Iraniens pourraient tenir. Mais les taux se resserrent, parce qu'en fait, les Américains mettent la pression sur un peu tout le monde pour restreindre le plus possible les échanges avec l'Iran. Mais là, ils expliquent ça, l'administration de Trump explique que le but étant, effectivement, c'est la population iranienne qui va souffrir, le but étant qu'elle se révolte. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est possible que le fait d'étouffer économiquement ce pays ferait réagir sa population de sorte qu'elle fasse tomber le régime? La population voudrait pouvoir réagir, mais la pesanteur répressive est telle que cela est très peu probable. C'est possible, mais c'est pas probable. Malheureusement, la presse et les médias en Occident ne parlent pas de la pesanteur répressive actuelle du régime. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer peut-être. 7 jeunes Iraniens, étudiants,
10 jeunes étudiants de l'université de Téhéran viennent d'être condamnés il y a une quinzaine de jours à 70 ans de prison chacun pour avoir tenu des propos anti-régime à l'intérieur de l'enceinte de l'université. 70 ans de prison, ça n'a aucun sens. Pour des propos. Pour des propos. Selon Amnesty International, qui n'est pas très défavorable au régime, là, il y a actuellement 7000 prisonniers politiques en Iran. Il y en a probablement plus. Les exécutions sont nombreuses. Et il y a eu quelques jours encore, une jeune fille de 21 ans s'est brûlée parce qu'on ne la laissait pas entrer dans un stade où il y avait un match de football. On n'en a pas parlé ou très peu dans la presse occidentale. La répression est terrible. Oui, on en parle très peu, enfin on n'en parle pratiquement jamais parler. Pas, les gens n'osent même pas parler au téléphone actuellement. Mais quand il y a un tel degré de répression, une révolte générale est difficile à envisager parce que tout début de révolte est étouffé dans le sang. Les Américains semblent parfois très influencés par les dires d'un certain nombre très limité d'Iraniens qui habitent les États-Unis et Washington. Et leur renseignement sur l'Iran, je ne suis pas sûr que ça soit très fondé. D'accord. On va marquer une pause. On va, dans la deuxième partie de cette émission, aborder donc l'arme nucléaire en Iran. Est-ce que les Iraniens l'obtiendront ou pas, et quelles seront les conséquences? À tout de suite. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission sur le Moyen-Orient et le risque imminent de guerre. Houchang Nalbandi, l'Iran était en train de se préparer à obtenir, enfin le régime, vous allez me dire, mais l'arme nucléaire. Les accords signés par Obama devaient freiner ces recherches et ces développements. Et puis les voilà qui se remettent il me semble, à développer, oui, il semblerait, non, mais je pense qu'ils ne le cachent même pas maintenant, à développer une future arme nucléaire. Est-ce que pendant la période de ces accords, vous pensez réellement qu'ils avaient arrêté, premièrement, et puis deuxièmement, pourquoi l'Iran ne devrait-il pas avoir l'arme nucléaire? Ne pensez-vous pas que ça sanctuarisera le régime? C'est-à-dire définitivement. Écoutez, je vais remonter un peu en arrière. Sous la monarchie, l'Iran avait développé son industrie nucléaire avec la coopération avec l'Allemagne fédérale et la France, soit dit en passant. Il y avait une ordonnance impériale qui a été publiée par votre auteur, M. Zahedi, notamment, puisque vous publiez ses mémoires, dans laquelle il précisait que l'Iran ne devait pas avoir des armes nucléaires. L'Iran avait une proposition permanente aux Nations Unies pour la dénucléarisation de la région. Dénucléarisation, ça comprenait évidemment Israël. C'était le discours officiel. Mais le Shah avait demandé aux scientifiques iraniens d'être prêts, d'être au seuil comme on dit dans le jargon, paraît-il, de seuil de fabrication de l'arme nucléaire. Mais on ne voulait pas en avoir. La République islamique s'y est engagée, ça c'est sûr et certain. L'accord, le traité 5+1 avec l'Iran, a permis certainement de ralentir de manière efficace les travaux iraniens, et il semble avoir été repris. Première question, est-ce que l'Iran doit avoir l'arme nucléaire? Je vous dirais, en tant qu'Iranien, pourquoi pas? Cela va vous choquer. Non, pas du tout, mais c'est une question de régime.
Une question de régime. Israël en a, le Pakistan en a, l'Inde en a, la France en a, pourquoi pas l'Iran, je dirais. Dans l'ensemble, la possession de l'arme nucléaire est une garantie de paix dans le monde. On n'ose plus se faire la guerre. Mais cela étant, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Iran d'en avoir. Mais le régime voudrait l'avoir comme la Corée du Nord. C'est ça. C'est-à-dire pour se sanctuariser. C'est ça. C'est sûr le danger, et certain. d'ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. La meilleure manière de faire évoluer ceci, c'est d'aider à l'évolution du régime même. Ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, vous ne croyez pas à une révolution en Iran qui ferait chuter le régime, mais plutôt à son évolution. C'est ce que je crois et ce que j'ai écrit à la fin de cet ouvrage. Je ne crois pas parce que les Iraniens, tous, mais vraiment je dis tous, je sais que c'est le sentiment majoritaire, très majoritaire, souhaiteraient un autre régime, mais ne souhaitent pas une révolution parce que la révolution a vraiment saigné l'Iran. Et puis ne souhaitent surtout pas une intervention étrangère dans les affaires intérieures de l'Iran, bien que tout le monde s'y... Oui, alors c'est le souhait, comme on l'a dit. Par la crainte d'une guerre civile, par la crainte d'une situation à l'afghane, à l'irakienne ou à la syrienne. Oui, comme on l'a dit, c'est le souhait de certains voisins qui voudraient en finir avec le régime et parfois même peut-être avec la puissance perse, parce que le conflit arabo-perse ne date pas d'hier. Mais il semblerait que les Américains ne soient pas très partants, comme on dit, pour un conflit. Tout à fait, oui. On voit bien qu'ils freinent, ils préfèrent la négociation. Contrairement à l'idée reçue, Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre. N'est pas un va-t-en-guerre du tout. C'est plutôt un négociateur. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui a changé dans le monde depuis quelques années, très peu d'années, c'est le fait que les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole au monde et qui s'autosuffisent. Tout à fait. Et ce qui a changé probablement la donne géopolitique dans le monde, puisque c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas eu de choc pétrolier suite à ces attaques. Le fait que les Américains n'ont plus besoin d'importer de pétrole les fait peut-être moins intervenir à l'étranger et les pousse vers la négociation. Alors je voulais savoir votre avis sur cette capacité des Américains à négocier avec l'Iran. Alors, parce qu'il y a les mots, vous savez, en diplomatie, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a les mots un peu durs, et puis derrière, il y a les négociations. Alors vous pensez qu'il y a une possibilité de négociation, parce que si on les entend l'un face à l'autre aujourd'hui, le régime islamique d'Iran et l'administration américaine, les mots sont très durs, donc c'est très conflictuel. Mais est-ce que derrière ça, vous pensez qu'il y a une ouverture diplomatique possible ? Il faut le souhaiter, et je crois qu'on emploie des mots très durs pour pouvoir ensuite négocier à partir des positions de force. Cela étant, à l'intérieur du régime iranien, il y a des tendances divergentes et parfois opposées. Et ce n'est pas un secret pour personne que M. Khamenei, que l'on appelle le guide de la révolution, guide de la République. Qui peut-être, faut-il le préciser aux téléspectateurs, qui est le détenteur du vrai pouvoir en réalité. Le détenteur du vrai pouvoir. Voilà, ce n'est pas le président de la République islamique d'Iran qui dirige, c'est plutôt le guide de la révolution. M. Khamenei a tout de même un passé que l'on a beaucoup décrit il y a une petite quarantaine d'années, mais que évidemment les journalistes ont oublié, veulent oublier. Rappelez-nous ce que c'est, parce que... Il a été dans les camps de Yémen du Sud, alors communiste. Ah. Mais toute la presse l'a écrit en ce moment-là. Il a été à l'université Patrice Lumumba de Moscou, que maintenant les jeunes journalistes ne savent même pas ce que c'était. À mon sens, quand on a eu un passé comme ça, on en garde toujours des liens. Puis la méthode. La méthode. Cela étant, ce n'est pas le mollah imbécile que l'on décrit parfois, c'est un homme cultivé, soit dit en passant, c'est mon adversaire, c'est mon ennemi si vous voulez, mais c'est un homme cultivé. On dit qu'il apprécie beaucoup le vin français. Ah bon. En tout cas, il appréciait ça, je sais, par des amis qui l'ont visité il y a quelques années, et que, en tout cas, il est très anti-américain. Oui. Ça,
Ça, ça va, comment dire, ça fait partie des choses normales pour un dirigeant de République islamique. Non, pas forcément. Rouhani l'est beaucoup moins. Zarif, qui a des liens toujours avec les États-Unis, des liens familiaux avec les États-Unis, l'est beaucoup moins. Beaucoup de dirigeants technocrates qui sont au pouvoir en Iran n'ont aucune animosité contre les États-Unis. En tout cas, ce n'est pas l'image qu'il renvoie, parce que médiatiquement, oui, mais on a l'impression que tout le régime fait le bloc. Régime dans l'ensemble fait bloc, et Rouhani aussi joue un peu un jeu de rôle. Alors justement, j'allais vous demander quelle est sa position à lui, et quel est on a bien compris qu'il a moins de pouvoir que le guide suprême. Beaucoup moins de pouvoir. Beaucoup moins, mais est-ce qu'il lui en reste un peu, et quelle est son influence Écoutez, il a une certaine influence. L'armée, les pastarans, les gardiens de la Révolution, les médias d'État, la justice sont constitutionnellement et en fait sous le contrôle du guide de la Révolution. Bon, il lui reste la gestion de l'intendance, les finances, et tout de même dans la mesure où le gouvernement a une certaine influence sur l'économie, je dirais parce que 30% au moins de l'économie iranienne est contrôlée par les gardiens de la Révolution. Il a une certaine influence. Cela étant, on le laisse faire parce que, n'oubliez pas, sous le régime communiste, il y avait toujours en Russie des modérés et des radicaux, mais en fait, ils jouaient un jeu de rôle. C'était une comédie. C'était une comédie, c'était un peu la même chose. On disait que Trotsky est radical et Staline modéré. Je suis historien un peu et je sais de quoi je parle. On disait que Souslov, ce sont des noms que personne ne connaît maintenant, Souslov est le chef de la tendance radicale et Brejnev modéré, mais enfin tout ça, c'était un jeu de rôle destiné aux médias occidentaux et même parfois aux dirigeants occidentaux. Je pense que la réalité de la politique de la République islamique est dirigée par M. Khamenei. Le rôle de Rouhani est un peu... C'est un peu la vitrine est un peu calmer les Occidentaux. Il parle un peu l'anglais, enfin il parle bien l'anglais. Il a fait des études dans une université écossaise. Il n'a pas de doctorat comme on le dit, mais il a une maîtrise. Il ne s'appelle d'ailleurs pas Rouhani, c'est un nom nouveau. Il s'appelle en fait Fereidoun, de nom de famille. Ce sont des choses qu'on ne sait pas, on ne dit pas. Quand il est rentré de la Grande-Bretagne après ses études, il est allé à Qom, il s'est laissé pousser la barbe, il a mis le turban et il a changé de nom. Et pourquoi changer de nom ? Parce que Hujjatul Islam Fereidoun, un nom typiquement persan, ne fait pas bien. Rouhani, ça fait plus islamique, c'est ça ? Ça fait très islamique. D'ailleurs, la plupart des dirigeants de la République islamique, surtout les premiers, ont changé de nom pour prendre leur nouvelle fonction. Enfin, ça, ce sont des anecdotes. Cela étant, je crois que le régime actuel parle durement pour pouvoir négocier. Et il faudrait tout de même l'aider à pouvoir négocier et en même temps faire des pressions sur le régime pour libérer un peu le carcan qui pèse sur la population. Les Français ont fait une tentative, mais je crois que ça n'a pas marché. C'était plutôt un coup de com'. Oui, vous faites allusion à la tentative du président Macron cet été. C'était gentil. Oui, c'était gentil, ça a occupé la presse. On a l'impression que les deux belligérants lui ont tourné le dos et n'ont que faire de ces... Tout à fait. Et ce qui était très déplaisant, c'est que M. Trump a dit, le président français m'a demandé l'autorisation. Oui. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, mais c'était un peu ça, non ? C'est à peu près ça. Oui. Enfin, il a demandé son accord. Oui, mais enfin, normalement, ils sont égaux. Oui. En théorie. Oui.
En tout cas, donc, si j'ai bien compris, pour vous, donc parce que le régime, depuis un certain temps, là, depuis les derniers mois, détourne des bateaux, organise des attaques dans le Golfe Persique, même s'ils réfutent leur responsabilité, ils disent que ce n'est pas eux. On a l'impression donc vu comme ça de loin, on a l'impression qu'ils cherchent, qu'ils veulent allumer une étincelle pour déclencher une guerre. En réalité, pour vous, si j'ai bien compris, c'est plutôt pour provoquer des négociations. C'est-à-dire une démonstration de force. À mon sens, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration de force et surtout c'est pour dire que si vous nous empêchez d'exporter le pétrole, nous avons aussi les moyens de vous embêter. Oui. Cela étant, des provocations sont toujours possibles et il y a beaucoup de gens dans la région qui seraient assez tentés de faire une provocation. En tout cas, si un jour un petit bateau, un Zodiac iranien, attaque un navire de guerre américain dans le Golfe, les Américains sont obligés de riposter. Mais on a l'impression qu'ils sont très retenus, les Américains, parce qu'il fut un temps où il ne leur fallait pas beaucoup pour déclencher des représailles. Et là, je trouve qu'ils sont très mesurés. Vous ne pensez pas qu'il y a... Écoutez, là c'est beaucoup plus clair, si vous voulez, puisqu'il y a liberté. Il y a en Amérique, à l'intérieur de l'administration, les durs, avec Pompeo et le chef de la CIA, le chef qui est une femme d'ailleurs, et avec John Bolton, qu'on a destitué. Il y a eu un remplaçant ces 48 dernières heures. Et il y a l'armée américaine qui est plutôt très réservée sur une intervention militaire en Iran. Parce que, les Américains peuvent bombarder, il n'y a pas de doute. Les Iraniens riposteront sur place, mais ils ont des moyens de riposter autrement. C'est-à-dire du Liban par le Hezbollah, de l'Irak par leur réseau, et même en Afghanistan, ne parlons pas du Yémen. Donc ça sera vraiment un embrasement de la région qui n'est dans l'intérêt de personne, sauf de l'Arabie Saoudite et de son protecteur israélien. Donc, oui, mais on sent quand même donc, vous dites que l'armée américaine est très réservée. Donc, on a l'impression que le camp des négociateurs a pris le dessus aux États-Unis, puisqu'on voit bien que pour le moment, il n'y a pas eu de représailles. Pourtant, il y a eu plusieurs attaques de bateaux, sans compter la dernière sur les champs pétroliers saoudiens, et il ne s'est rien passé. Donc, on voit bien que le camp plutôt pacifique prend le dessus. Espérons, mais nous ne savons pas si actuellement des négociations ne sont pas en cours quelque part, à Paris, à Oman, comme autrefois sous Obama, ou ailleurs, entre Américains et entre leurs services spéciaux, entre des envoyés. Vous savez, les négociations ne se font pas toujours par un accord ou par une rencontre entre deux chefs d'État Bien sûr. qui a un aspect symbolique. Alors, avant de terminer cette émission, on n'a pas parlé des Russes qui ont un rôle à jouer peut-être dans la région, parce que la Russie est un peu affaiblie, mais a de bonnes relations avec la Turquie, de bonnes relations avec l'Iran, de bonnes relations avec Israël aussi d'ailleurs, on l'oublie souvent. Donc, Netanyahou a été en Moscou il y a quelque temps. Oui. Très peu de temps. Et puis même en Syrie, les Russes... N'en parlons pas. Oui, mais surtout, on voit bien que tout en soutenant le régime Assad en Syrie, les Russes gardent de bonnes relations avec Israël, ce qui peut paraître contradictoire. Mais en tout cas, lorsque les Israéliens veulent bombarder un convoi d'armes du Hezbollah en Syrie, ils préviennent les Russes qui leur donnent l'autorisation pour l'espace aérien. C'est comme le bombardement des ports libyens sous... Le président Reagan, ils avaient averti les Russes en disant « Retirez vos bateaux, nous allons bombarder. » Oui. Voilà, donc en fait les Russes sont plutôt bien placés pour des négociations, donc vous ne trouvez pas, parce que comme ils ont plus ou moins de bonnes relations avec tout le monde dans la région, contrairement à l'idée reçue, je dis ça parce qu'on a l'impression que les Russes sont des alliés très solides du camp syro-iranien, si on peut appeler ça comme ça, alors que finalement, on se rend compte, si on regarde de près, qu'ils ont même des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Je vous dirais, mais là, sans aucune connaissance particulière des dossiers, naturellement, que les Russes sont les mieux placés pour servir d'intermédiaires et de pacificateurs de la région. Ils ont une réelle influence sur l'Iran,
Et ils ont l'oreille tout de même de la diplomatie américaine. Pour cause, c'est une grande puissance, la Russie. On l'oublie parfois. Et le rôle du président Poutine, qui a tout de même redressé le prestige et la puissance russe, on l'oublie, on ne l'apprécie peut-être pas. Le rôle du président Poutine est important en la matière. Espérons qu'il s'en servira. Et comme c'est un homme pragmatique, je suis sûr qu'il s'en sert. Enfin, je l'espère. Et la France, alors vous avez évoqué l'intervention du président Macron cet été, qui était un peu un coup d'épée dans l'eau. Je peux me permettre de dire aussi un peu ridicule. Ridicule, non, c'était un coup de com'. Oui, mais enfin bon, c'était pas très efficace. Non, mais je disais ridicule parce que je fais allusion au fait de demander une autorisation, vous voyez. Donc, et puis voilà. Mais ce qui était ridicule, excusez-moi de vous interrompre, c'est le président Trump qui l'a dit. On ne dit pas ces choses-là. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la France a encore un rôle à jouer diplomatiquement, où on est devenu vraiment une puissance secondaire? Écoutez, la France a une influence intellectuelle dans l'Orient, en Orient, et surtout en Iran, même aujourd'hui. Et aussi étrange que cela paraisse, la radio française, la RFI, en persan, est très, très, très écoutée en Iran parce que ce sont des bulletins d'information relativement équilibrés, ce qui n'est pas le cas de quelques grands autres médias occidentaux. Mais la France doit se servir de son influence. Est-ce qu'elle s'en sert? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas bien placé pour le dire. Et donc, elle peut se servir de cette influence culturelle diplomatiquement. Mais vous pensez qu'elle a encore une influence sur les grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis? Est-ce que la France est encore écoutée diplomatiquement? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer, comme on a pu le voir, par exemple, sous la présidence Sarkozy concernant la Géorgie? Alors, je ne sais pas, parce qu'apparemment, c'était une intervention utile, mais est-ce que c'était vraiment le cas dans la réalité? On n'en sait rien. Il semblerait que ça a été, mais n'oublions pas que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France du général de Gaulle. Certainement, justement. Donc elle n'a plus cette... Et puis, un de Gaulle ne se produit pas tous les 5 ans. Oui. Il y a eu Clémenceau, il y a eu de Gaulle. Il y aura quelqu'un d'autre. D'accord. Et pour conclure cette émission, on va peut-être, il nous reste 5 minutes, revenir sur votre livre, cette histoire de 4000 ans. Donc, parce que rappelons que c'est une vieille civilisation, que la civilisation perse. Et donc, comment voyez-vous, parce que vous retracez dans ce livre donc un peu l'histoire de la Perse qui remonte très très loin, comment voyez-vous l'avenir du peuple perse et de l'Iran? Écoutez... êtes-vous optimiste? Ah oui. Je suis optimiste, peut-être pas pour ma génération, mais je suis optimiste parce que les Iraniens s'en sont toujours sortis, même avant que l'Iran ne devienne la Perse. 4000 ans, 1500 ans avant l'Empire perse, ou l'Empire de Cyrus. Oui, les Iraniens s'en sortiront. L'Iran de demain, que j'espère voir, je ne suis pas tellement sûr, vu mon âge, l'Iran de demain, à moyen terme, sera un pays laïque, vraiment, j'espère pas anti-islamique, parce que je suis par conviction opposé à toutes les positions. Pas laïcard, vous n'êtes pas un laïcard. Je ne suis pas un laïcard, mais je suis ce que notre grand homme d'État avait dit dans les années 1950, séparation absolue de politique et de la religion. L'Iran de demain sera certainement un pays qui retrouvera son aura dans la région, parce que l'Iran, c'est un grand pays. Un grand pays, non pas seulement par la superficie, 3 fois la France, mais par sa population, par ses élites. Bien sûr. Regardez un peu les États-Unis, ou même les Américains et les Iraniens ont maintenant des positions importantes dans la marine américaine. Oui, en fait, vous disiez, les Iraniens rayonnent déjà dans le monde. Je parle du peuple iranien. Déjà dans le monde, et une fois qu'ils auront une vraie patrie,
ils rayonneront encore plus. Mais enfin, c'est l'Iranien. Vous me disiez parle. avant cette émission que Khomeini, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, disait ceux qui quitteront l'Iran finiront comme des mendiants. Et en fait, on se rend compte que la diaspora iranienne rayonne partout dans le monde. C'est le cas. Et il disait que eux, c'est-à-dire nous, mourront de faim et leurs enfants, c'est-à-dire nos enfants, vont mendier dans les rues. Bon, c'est pas le cas. Ce n'est loin d'être le cas. Alors, on se dit si, lorsqu'on voit les Iraniens dans le monde qui réussissent, si leur pays était un pays laïque et avec un régime qui fonctionne démocratiquement et normalement, ça aurait fait de l'Iran une puissance régionale impressionnante. Important, tout à fait. Voilà, parce qu'on prétend aujourd'hui que c'est une puissance régionale, mais finalement, non, ce n'est pas le cas. Malheureusement pas une puissance régionale. Mais il faut dire que dans tous les pays où les Iraniens sont, en France notamment, en Belgique où j'habite, aux États-Unis surtout, en Australie, en Thaïlande, même Thaïlande moins parce que pour des raisons physiques peut-être, les Iraniens sont très 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 intégrés. Oui, ils ont une capacité d'intégration mais importante. ils restent toujours, une fois rentrés chez eux, très iraniens. C'est notre aspect peut-être civilisationnel, et j'espère que je verrai, mais certainement mes enfants et mes petits-enfants verront un Iran redevenu iranien. Ce que le professeur Henri Corbin, le grand connaisseur de l'Iran, s'appelait les courants souterrains de l'histoire de l'Iran. J'espère pour vous, en tout cas, et pour vos enfants et petits-enfants, qu'ils reverront l'Iran. Merci, Ouchong Navandi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a éclairé sur la région et sur ce conflit qui, j'espère, n'aura pas lieu. Je rappelle donc l'ouvrage de Ouchong Navandi qui vient de paraître, Iran, 4000 ans d'histoire, une histoire de 4000 ans, pardon. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Ouvrage de Ouchong Navandi et d'Yves Baumati.